Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la Une. Voici l'essentiel en titre de ce 13h. Le Parlement béninois et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation FAO se donnent la main pour contrer l'insécurité alimentaire au Bénin. Une mission de la FAO vient d'élaborer à cet effet des axes prioritaires de son intervention. Incivisme, manque de courtoisie ou encore absence de notion du code de la route, les apprenants sont de plus en plus confrontés à d'énormes difficultés pour traverser la chaussée. À quoi cela est dû? Réponse à suivre dans cette édition. Nouvel épisode judiciaire pour François Fillon. Il a été mis en examen pour détournement de fonds publics, mais le candidat de la droite à la présidentielle française ne change pas de cap, il dit rester dans la course. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. La FAO et l'Assemblée nationale du Bénin ensemble pour venir à bout de l'insécurité alimentaire. Pour y parvenir, une mission de la FAO a tenu une séance de travail avec les députés à Porto-Novo. Cela pour identifier les priorités d'appui de l'institution au Parlement. On retrouve Guillaume Avienou et Patrick Nimavo. La problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin à l'ordre du jour de la plénière de ce jeudi à l'hémicycle. En lieu et place de l'ouverture des travaux de la deuxième session extraordinaire du Parlement, au titre de l'année reportée au lundi prochain, faute de quorum, les députés ont été invités à suivre des communications sur la situation de la sécurité alimentaire en Afrique et au Bénin, mais aussi sur le droit à l'alimentation et sur l'expérience des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire. Des thématiques qui devraient leur permettre de mieux appréhender les enjeux liés aux questions nutritionnelles au Bénin. La malnutrition sévit au Bénin sous différentes formes. Les groupes vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans, les enfants d'âge préscolaire et les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes. Malgré des efforts des gouvernants entre 2006 et 2010 qui ont tissé le pays au 7e rang des États du continent ayant réduit de moitié la prévalence à la malnutrition, selon le PNUD, le tiers des enfants béninois continuent de traîner des malnutritions chroniques et les adultes, pour le grand nombre, mangent mal. Il faut alors inverser les tendances pour un développement harmonieux du pays, d'où l'assistance de la FAO en s'appuyant sur le Parlement. Notre organisation estime que les parlementaires sont parmi les mieux placés pour attirer l'attention sur la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plus haut niveau, compte tenu de leurs responsabilités législatives, budgétaires et de contrôle. À partir des échanges du présent atelier, la mission de la FAO, mandatée pour la cause, espère identifier les priorités d'appui de l'institution à l'Assemblée nationale du Bénin. Parlons maintenant de la gestion des ressources en eau. Assister le ministre en charge de l'eau dans les tâches de coordination intersectorielle en matière de gestion des ressources en eau. Eh bien, c'est le but que vise la commission interministérielle de l'eau qui a tenu ce mardi sa deuxième session de travail. Précieuse Akwehonou, Monique Torrent. Assurer une coordination effective et efficace dans le domaine de la gestion intégrée de l'eau au sein de l'administration, tel est l'objectif principal de cette deuxième session de la commission interministérielle de l'eau. Il faut de temps en temps se revoir pour faire le point des recommandations faites à la première session et programmer les activités, les actions à mener durant 2017. Et puis aussi, il y a notre projet d'arrêté qu'on va revisiter, une petite formation en matière institutionnelle sur la gestion intégrée des ressources en eau de tous les membres de la CIE. Au total, cette communication, dont celle relative au cadre institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau central et dans les bassins hydrographiques. Expliquer le cadre institutionnel pour permettre aux membres de savoir dans quel schéma, quelle est l'architecture même de la commission.
La deuxième communication a porté initialement sur le rôle que chacun devait pouvoir jouer au sein de la commission. Le président de la commission n'a pas manqué l'occasion de rassurer les participants sur la mise en œuvre effective des résultats issus de cette session de travail. À noter que les membres de la commission interministérielle de l'eau sont au nombre de 15. Parlons à présent de cet événement, le centenaire de la résistance du héros de Pelima, Bio Chayeba Kaba. Le comité d'organisation de l'événement a donné une conférence de presse hier mardi à ce sujet. Il était question de lever un coin de voile sur les manifestations entrant dans le cadre de la commémoration du 10 centenaire. Ghislain Boguet, Yves Agoudopessi. Au début de cette conférence de presse, 1 minute de silence est observée en la mémoire de l'intendant général Pascal Sabimouka, originaire de Worukayo comme Kaba. 1917-2017, 100 ans que la résistance de Kaba a pris fin, 100 ans que dans les massifs de la Takora au nord-ouest du Bénin, Kaba et ses troupes ont fait face à l'armée coloniale française. C'est la ville de Natitengu qui abritera du 5 au 7 avril 2017 les manifestations entrant dans le cadre de la commémoration de ce centenaire. Au programme, des émissions télévisuelles, des communications, des visites de sites touristiques, mais qui est cet homme mort depuis 1917, à qui on rend tant d'hommages. De son vrai nom, Bio Chayeba Kaba, de par ses origines, appartient à un milieu modeste. En l'occurrence, un milieu de paysans du nord-ouest de l'Atakora. Un homme ordinaire, d'origine modeste, issu d'une région peuplée d'une vingtaine d'ethnies sans un système étatique central. Kaba, simple paysan et chasseur, a réussi à fédérer, mobiliser et organiser tous les peuples de la Takora contre l'ordre colonial inique, fait de travaux forcés, de contrition obligatoire et de participation à l'effort de guerre. Du 5 au 7 avril 2017 à Natitengu sera donc célébrée la mémoire d'un homme qui refuse de marchander sa liberté et celle de ses frères. Le comité national olympique et sportif béninois a renouvelé son bureau directeur. C'est à la faveur d'une assemblée générale au cours élective, justement, à l'issue de laquelle le président sortant, Julien Minavoa, conserve son fauteuil. Plus de précisions avec Ghislain Pouguet. Il succède à lui-même. Julien Minavoa conserve son fauteuil de président du comité national olympique et sportif du Bénin. Au terme de l'assemblée générale élective, le nouveau bureau directeur du CNOSB est installé. Il a pour premier vice-président Jean-Claude Talon et comme secrétaire général Fernando Jessou. Esther Ojo Agbo est élue trésorière générale et Floriana Foutou fait son entrée comme membre. À la fin du processus, le président réélu salue le courage de son challenger. Par devoir d'honnêteté, je dois en vérité remercier M. Zissou Paul pour son courage. Il a permis non seulement de faire une course qui en valait la peine, mais également de tenir une assemblée générale totalement complète. Parlons maintenant de cette rencontre de leaders. Les membres du Cœur du Christ sont à Cotonou pour une conférence internationale des leaders du 21e siècle. Ils vont s'abreuver 72 heures durant des grandes orientations bibliques pour être des leaders selon le cœur de Dieu. Francis Faton, Jérôme Bongo. Ils sont venus de plusieurs pays du continent pour s'abreuver à la source de la parole de vie. Leur objectif, faire face aux défis du 21e siècle. Le thème de cette conférence internationale est « Le leader selon le cœur de Dieu ». Quel que soit le secteur dans lequel nous sommes en train d'évoluer, si nous pouvons repasser le souffle de vie, la vie que nous avons vient de quelqu'un. Et cette personne a toujours sa souveraineté sur notre vie. Certains peuvent faire mieux, meilleur même, mais ils ne sont pas arrivés à faire mieux parce que peut-être la place qu'ils auraient donnée à Dieu a manqué. Que tous les leaders donnent tous les jours que Dieu fait et chaque jour que Dieu nous donne la vie, à Dieu sa place. Pour que après notre vie, que l'impact et l'influence continuent.
Les participants ont suivi une section inaugurale et semblent s'engager à se remettre en cause, se dévêtir du vieil homme et tendre vers la perfection selon les principes de l'Éternel Dieu. Souvent, on est préoccupé par plusieurs choses à la fois. On veut suivre les fidèles, on veut voir comment le groupe musical s'entraîne, on veut voir un culte formidable, mais la présence de Dieu. C'est ça qui est vraiment quelque chose qu'on doit renforcer. Je crois que c'est une lacune que nous devons combler. I would love for the whole world to be part of this conference because they are hearing things that we never knew. There are things that we never knew in the past. And they were never revealed to our ancestors, but now God is revealing it to us. Cette conférence est organisée par la Famille du Christ en collaboration avec Fellowship Members International. Les travaux se tiennent 72 heures durant au Palais des Congrès à Cotonou. Intéressons-nous à présent à ce sujet. Ils sont en classe en semaine et même pendant le week-end. Presque tous les jours, les élèves sont en situation de classe avec un enseignant. On peut même se demander de quel temps dispose l'apprenant lui-même pour mieux assimiler les notions apprises en classe. Cyprien Lokossou et Évariste Zomaon se sont intéressés à la question pour mieux comprendre le phénomène. Voyez le sujet qu'ils nous proposent. C'est le week-end, mais il est fréquent de voir des élèves en tenue couleur kaki venir à l'école. Ils viennent pour les travaux dirigés, généralement connus sous l'appellation de TD. On a déjà commencé les TD et les samedis soirs. Et aussi, certains professeurs ont organisé leur TD et les dimanches. Donc après la messe, on y va à partir de 15h comme ça, et on soit à 18h30. Avec les TD qui sont organisés le samedi et le dimanche, là, on n'a presque pas le temps. Du lundi au vendredi, les élèves sont en classe. Les samedis et dimanches, on y retrouve encore bon nombre. Du coup, plus d'autres activités en dehors de celles de l'école. Vous fouillez, vous cherchez les connaissances nécessaires par rapport à chaque séquence du cours avant de venir. Les travaux dirigés, en réalité, c'est pour renforcer un peu les capacités des apprenants par rapport aux insuffisances constatées en classe. Nos élèves aujourd'hui ne se peinent plus comme hier, où malgré le fait que hier nous n'avions pas de documentation, on n'avait pas les livres, on n'avait pas les moyens, on s'adonnait, on s'arrangeait pour comprendre ce que les professeurs faisaient en classe. À l'église, à la mosquée ou autre lieu de culte, les élèves sont absents à cause des TD, selon les explications du prêtre. On peut faire des TD une fois par semaine, peut-être 2 fois, ou bien 2 fois par mois. Mais tous les jours que Dieu a fait, Dieu le dit, les enfants ne viennent plus au catéchisme, les enfants ne viennent plus à la messe. On a comme l'impression qu'on veut évacuer Dieu de la cité. La mode aujourd'hui est que les gens fassent de TD. Et l'élève, psychologiquement, il est atteint. Si on ne fait pas TD, il ne travaille pas. C'est là le mal. Je dis souvent que l'instruction se reçoit à l'école, mais l'éducation, c'est à la maison. La petite fille doit apprendre à préparer. Mais si elle ne reste pas à la maison pour voir comment maman fait, elle ne peut pas savoir comment préparer de la sauce de mai. Quand on veut préparer de la pâte, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est auprès de la vieille, auprès de maman qu'on apprend ça. Et le soir, le petit garçon doit pouvoir trouver un temps pour s'asseoir au pied de son père pour recevoir des conseils. Tous les mercredis, dans l'après-midi, Alice Popoya dispense son cours d'éducation physique et sportive. Les mercredis soirs, par exemple, normalement, on ne devait pas faire cours. Le constat aujourd'hui est amer, étant donné que les heures de loisirs, les heures de sport sont sacrifiées au détriment des cours, des TD. Et le sport, dans sa généralité, a d'énormes avantages pour les apprenants, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan de la santé, mais aussi au niveau du développement, au niveau cognitif. Si tant est que l'école occupe la grande partie du temps des apprenants, on devrait s'attendre à des résultats très élogieux. Mais si tel n'est pas le cas, élèves et encadreurs doivent changer leur fusil d'épaule. On parle d'un autre sujet qui touche les élèves du cours secondaire et ceux du primaire, mais qui touche également à leur sécurité, un phénomène auquel on assiste et qui prend de l'ampleur dans nos grandes villes. Les apprenants des cours primaires et secondaires ont des difficultés à traverser la chaussée pour rejoindre leur établissement respectif. Les usagers de la route, pour la plupart du temps, font preuve d'incivisme et de manque de courtoisie face à ces usagers vulnérables. Agathe Djikpeto et Dorcas
Grace Tito se sont intéressées à la sécurité des écoliers sur la chaussée. Elles nous embarquent dans le reportage. La traversée des chaussées pour les écoliers est un exercice qui n'est pas du tout facile. Si on veut traverser les motos courent, il ne veut pas qu'on travaille. Si il vient là, il dit qu'on n'est qu'à arrêter d'abord et ils vont filer. Si on veut traverser la route, les motos passent. Et si on veut rentrer dedans, les motos nous cognent. Il n'y a pas 2 semaines, un apprenant du groupe A a été renversé par un motocycliste. La sécurité de ces enfants lors de la traversée devrait relever de la responsabilité des parents ainsi qu'à tous les usagers de la route. Nous avons érigé des panneaux pour indiquer le passage de nos apprenants. Nous avons commencé par fabriquer des restes pour pouvoir quand même ralentir un tant soit peu la vitesse des véhicules. Au deuxième volet, nous avons demandé, avec la complicité et l'aide des directeurs des écoles, pour faire des ouvertures qui ne font pas face au goudron ni au pavé. Malgré l'existence des panneaux de signalisation, motocyclistes et automobilistes roulent à vive allure. Lorsque vous constatez qu'un piéton est manifestement en train de demander à traverser la route, permettez-lui de traverser en vous arrêtant. Lorsque vous voulez traverser une chaussée, une voie publique, vous devez regarder d'abord à votre gauche, puis à votre droite. Les apprenants des cours primaires et secondaires sont considérés comme des usagers vulnérables. Plus d'attention et de considération de la part des autres usagers de la route à leur endroit lors de la traversée est indispensable. Accusé, mais pas coupable. Ce n'est pas un slogan, c'est bien le titre de cet ouvrage qui vient de paraître. Christelle Rundonumbo en est l'auteur. Il a été lancé l'ouvrage en début de semaine à Cotonou devant un parterre d'invités. William Choki et Blaise Adampo y étaient pour le compte de la télévision nationale. Accusé mais pas coupable. Expérience personnelle vécue par l'auteur Christelle Rundonumbo. L'ouvrage de 140 pages présenté en 7 chapitres nous livre la vérité selon Christelle Rundonumbo, effectivement accusée à propos du drame survenu le 5 décembre 2012 où Fatih, sa matrone, a perdu la vie. L'accusé, ici auteur, dit avoir été relâché après une éprouvante bataille judiciaire. Ce livre est un plongeon dans la piscine de la vérité qui libère la conscience de l'auteur. Une vérité qui réhabilite l'auteur auprès de celles ou ceux qui ont collé ou qui continuent à tort et peut-être par ignorance à lui coller l'étiquette d'un assassin. L'auteur a écrit par acquis de conscience pour crier son ras-le-bol face à l'injustice dont elle fut victime. C'est pourquoi le titre est si évocateur. Accusé mais pas coupable. Ce livre vient comme une libération pour Christelle Rundonumbo. Désormais, je tourne la page, dit-elle. Elle veut se consacrer aux conditions de détention dans nos prisons au Bénin. Cet ouvrage, nous l'avions discuté avec mon équipe. Nous voulons faire la distribution à travers toutes les prisons civiles. Et donc, dans le cadre de cette action, je voudrais interpeller nos différentes premières dames. Je voudrais interpeller Marguerite Kérékou. Je voudrais interpeller Rosine Soglo, Viera. Je voudrais interpeller Chantal Yahi. Je voudrais interpeller Claudine Talon pour qu'elle puisse nous aider à réaliser donc ce projet sous le parrainage donc de la grande chancelière. Accusé mais pas coupable est prévu pour être distribué dans plusieurs écoles et universités du Bénin. Un geste qui vient baliser le terrain d'un projet, celui de protéger les filles à l'école. Et le 8 mars, on en parle encore. Les femmes des marchés de Cotonou ont célébré elles aussi l'événement. Mais en fait, comment conçoivent-elles la célébration de cette journée? Eh bien, découvrons ce qu'elles en pensent avec Mylène Fanou et Ghislaine Adimi-Abozo. Ce sont des femmes, mais pourtant, elles ne se sentent pas concernées
par le 8 mars, journée consacrée à la célébration de la femme. Elles, ce sont les femmes du marché. Dans leur quotidien vif et ardent, elles ont l'air de vivre dans un monde isolé. C'est grâce à ma radio que je m'informe. Nous faisons partie des isolés du marché. Je ne peux pas fêter. Celle qui me nourrit est également dans le besoin. À la question de savoir si l'autonomisation des femmes et l'atteinte d'une planète 50-50 peut être possible, elles répondent. Je peux faire tout ce que l'homme fait. Et si tu travailles, tu ne seras jamais dans le besoin. La femme doit travailler, l'homme aussi. Mais elle ne peut dépasser l'homme. On peut tout faire, homme comme femme. Tout ce que l'homme fait, la femme fait aussi. Tout ce que l'homme fait, la femme peut faire. Je ne vois pas quelque chose que l'homme peut faire, la femme peut faire. Selon cette dame, l'humilité de la femme envers son homme est indispensable. La femme doit humilité et respect à son homme. Femme doit parler tout autant que l'homme. Une politique d'intégration de cette frange de la population féminine dans les actions de développement s'avère toutefois indispensable. Celles pour qui la célébration du 8 mars a un quelconque sens, ont célébré, ont différé cette journée au ministère de la Justice, occasion pour ces femmes d'échanger sur plusieurs thématiques. Rachidat Biomoment nous restitue l'essentiel de leurs échanges. Loin des traditionnelles célébrations festives, le ministère de la Justice opte pour une journée des femmes basée sur des communications et des débats d'idées, des questions, mais aussi des réponses sur l'approche conceptuelle du genre, également sur l'autonomisation socio-économique des femmes. Nous sommes dire en fait, le plus important, c'est de mettre l'accent sur des thématiques qui pour nous ont un sens pointu parce que nous permet en fait d'acquérir des connaissances. En termes d'échange, nous pouvons noter en fait que les questions de genre sont des thèmes de développement. Parce que le genre, c'est quoi? Le genre, c'est la différenciation entre hommes et femmes, mais plutôt en fait un accent est mis sur les rôles que jouent la femme et l'homme et surtout le déséquilibre qu'on observe. Et pour nous, tant qu'il y aura déséquilibre, aussi bien du côté de la femme que de l'homme, il y a à agir. À l'occasion de cette 22e édition de la Journée internationale de la femme dans la Maison Justice, l'accent est mis sur le rôle et la situation de la femme au sein de l'institution. Je crois résolument en nos capacités. Dans ce monde où nous sommes en quête perpétuelle d'égalité, que ce soit dans notre vie professionnelle, que dans notre vie familiale, nous devons être conscientes de nos droits, certes, mais également de nos obligations. Nous mobiliser pour le travail et œuvrer pour une amélioration sensible des performances de notre ministère. Il s'agit là d'un rendez-vous d'échange, de partage et de convivialité qui devrait amener à un changement de comportement des femmes pour plus de performance. Et puis les femmes du ministère du cadre de vie et du développement durable ont elles aussi célébré en différé ce mardi la journée internationale des droits de la femme. Elles ont axé naturellement leur réflexion sur la situation de la femme. William Choki, Blaise Adango. Pas de place pour la fête, mais plutôt aux échanges pour le personnel du ministère du cadre de vie et du développement durable. Il célèbre ainsi la journée internationale des droits de la femme en différé. Une rencontre qui vise à améliorer la situation de la femme au Bénin. Nous avons le devoir et la lourde responsabilité devant l'histoire de faire en sorte que les droits des femmes soient reconnus. Chacun de nous doit œuvrer pour que les compétences des femmes soient renforcées et qu'elles soient prises en compte à tous les niveaux. C'est le ministre José Didier Tonato en personne qui s'est chargé de développer le thème « Une invite pour une prise de conscience de leur importance dans la société ». Il faut reconnaître que le monde du travail évolue. On a dit le monde du travail en évolution, c'est vrai.
la technologie, les opportunités, tout ça va très vite. Et ça peut avoir d'énormes conséquences pour les femmes. En termes d'écart, de gap, le gap peut s'accroître de façon béante et exponentielle, tout comme cette évolution peut être le meilleur raccourci pour rattraper le retard. Pour l'atteinte de ce pari, les femmes aussi doivent jouer un rôle primordial. Nous, femmes, devions nous battre la main dans la main pour transcender ensemble les difficultés et contraintes rencontrées dans l'exercice de nos fonctions afin de mériter les places qui sont les nôtres. C'est seulement à ce prix que nos droits seront véritablement reconnus. En sacrifiant la tradition, les femmes du ministère du Cadre de vie et du Développement durable ont réaffirmé leur engagement à accomplir résolument leur mission, celle d'apporter leur pierre à l'édification de la nation. Venons à présent à ce cri de cœur de ce garçon de 6 ans, Emmanuel Amoussou, c'est son nom. Sa maman l'aurait abandonné depuis hier au marché d'Antopa. Les riverains l'ont retrouvé ce matin, tout désespéré à la recherche de ses parents. Écoutons son cri de cœur à l'endroit de ses géniteurs. Nous étions ensemble au marché quand ma maman m'a demandé de l'attendre. Depuis hier, j'y ai passé la nuit sans la voir. Nous sommes venus de Révier. Je demande à mes parents de venir me chercher. À l'étranger, à présent, la justice française est allée encore plus vite que prévu. François Fillon, le candidat du parti de droite, les Républicains, à l'élection présidentielle française, a été mis en examen dès ce mardi dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme Pénélope. Il est inculpé notamment pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. Reportage. À 40 jours de la présidentielle française, François Fillon a été mis en examen pour détournement de fonds publics principalement. Le candidat républicain, rattrapé par un scandale d'emplois fictifs, a refusé de répondre aux juges, mais leur a lu une déclaration. Fillon a redit devant les juges que l'emploi de sa femme n'était pas fictif. Fin janvier, le Canard enchaîné révélait que Pénélope Fillon a touché près de 700 000 € comme assistante parlementaire, mais son rôle reste flou. Ses enfants Marie et Charles, alors étudiants, ont aussi été employés comme assistants et lui ont rendu ensuite une partie de leur salaire pour rembourser son mariage, pour sa fille, son appartement, pour son fils. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait de... Fin janvier, François Fillon assurait ici que seule une mise en examen l'empêcherait de continuer dans la course présidentielle. Mais il a rapidement changé d'avis et ce nouvel épisode judiciaire ne devrait pas lui faire changer de cap. Il s'accroche à sa candidature. Et puis s'il est élu président en mai prochain, la procédure sera suspendue, le temps de son mandat de 5 ans. Plus de 320 000 morts, des millions de réfugiés et autant de déplacés. La guerre en Syrie apparaît sans fin. À la guerre civile qui a éclaté dans la foulée des printemps arabes s'est ajoutée celle que livre Daesh, qui a implanté la capitale syrienne de son califat à Raqqa. Retour sur une guerre sans fin en Syrie. Reportage. 6 ans après le début du soulèvement contre le régime de Bachar el-Assad, la Syrie est toujours plongée dans un conflit dévastateur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 300 et 500 000 morts selon les sources, plus de 12 millions de déplacés, soit environ la moitié de la population avant la guerre, et la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon l'ONU, près de 5 millions de Syriens se trouvent dans des zones difficiles d'accès et des villes assiégées où ils souffrent de pénurie. Ils sont également près de 5 millions à avoir quitté le pays. La majorité a trouvé refuge en Turquie, suivent le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte. Nombreux sont ceux également à avoir mis le cap sur l'Europe et y avoir déposé une demande d'asile, principalement en Allemagne. Beaucoup ont tenté la périlleuse traversée de la Méditerranée. Ils sont plus de 4000 à y avoir laissé leur vie.
Sur la route de la migration, comme dans les camps de réfugiés, les enfants sont particulièrement vulnérables. Beaucoup souffrent de malnutrition, de déshydratation et d'un manque d'accès aux soins. Et ils sont des millions à être privés de scolarité, certains obligés de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, d'autres forcés à prendre les armes. De nombreux enfants et adolescents sont livrés à eux-mêmes. Toute une génération prise en otage par un conflit interminable qui a détruit de nombreuses infrastructures du pays, hôpitaux, écoles, routes, réseaux électriques et d'eau potable. À la fin de la guerre, le chantier de la reconstruction sera colossal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Merci de votre très aimable attention surtout. Excellent après-midi à chacun et à tous. Au revoir.